Bienvenue à ce webinaire de l'hiver 2026 intitulé Financer ses études au cycle supérieur avec les bourses de recherche. Mon nom est Justin Gigard, je suis adjoint à la directrice et vice-rectrice associée aux études supérieures et postdoctorales. Je suis aujourd'hui accompagné de Cynthia Conza, qui est la coordonnatrice du bureau des bourses des ESP. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de planifier le financement de ces études. On va vous montrer où aller chercher l'information sur les sources de financement, principalement au point de vue des bourses de recherche. Donc, on va parler entre autres des principales bourses disponibles. Et surtout, plus vers la fin de la rencontre, on va vous montrer où sont les outils pour trouver les bourses qui s'adressent à vous. Entre autres, sur le site des ESP, là, où il y a des petits outils très pratiques qui vont vous servir de point de départ. Comme on va vous parler aussi du répertoire central des bourses, on va vous parler de comment on communique avec vous pour vous informer sur les programmes de bourse et on va, tout au long de la présentation, répondre aux questions fréquentes par rapport aux bourses disponibles à la maîtrise, au doc, à la communauté internationale, au premier peuple et comment, en fait, découvrir où sont les bourses départementales. Plan de la présentation, je vais parler de l'importance du financement étudiant tout d'abord. On va parler des sources de financement, le concept de financement intégré, les principaux programmes de bourse, les emplois qui sont disponibles sur le campus et ailleurs. Et ensuite, Cynthia va nous présenter les services qui sont offerts par le vice-rectorat adjoint aux études supérieures et postdoctorales, soit le bureau des bourses, la clinique des bourses et l'atelier de préparation de demande de bourse qui est offert par nos amis des saisons des ESP. Commençons par parler de l'importance du financement étudiant. Vous êtes au cycle supérieur, vous êtes une nouvelle personne admise ou vous étiez déjà là avant l'hiver 2026. Lorsqu'on est dans un doctorat avec thèse ou dans une maîtrise avec mémoire, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire de la recherche, on veut se consacrer aux études, puis on veut avoir du fun à le faire. On veut pas passer son temps à stresser avec l'argent puis à stresser avec le financement à régler tout le temps des situations financières qui sont difficiles, qui sont stressantes, qui sont anxiogènes, chercher l'argent du loyer, l'argent pour les frais de scolarité, qui vont au final affecter vos études. Ce que vous allez vouloir faire, c'est stabiliser votre situation financière dans les plus brefs délais. C'est possible que vous ayez le privilège d'avoir quelqu'un qui paie vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, tant mieux. Mais sinon, vous devez adresser la stratégie de financement dès le début des études. Même, il aurait fallu peut-être le faire avant le début des études, mais il n'est jamais trop tard, évidemment. Mais même si vos frais de scolarité et de subsistance sont pris en charge, je vous invite à rester avec nous parce qu'on va avoir une section sur les bourses d'excellence qui va aussi vous intéresser parce que ça vient influencer la valeur de votre CV et de votre dossier académique. Il y a des avantages qui sont quand même évidents à planifier sa situation financière. La situation financière des personnes étudiantes est directement liée à la durée des études. Si vous êtes dans une moins bonne situation financière, c'est démontré que ça allonge la durée des études et ça augmente la probabilité que vous allez faire une demande de prolongation à la maîtrise ou au doctorat, soit une demande de prolongation régulière, donc une année de plus, ou exceptionnelle, une deuxième année aussi. Obtenir du financement, ça augmente considérablement les chances de finir votre programme dans les temps, c'est-à-dire votre maîtrise en 2 ans et votre programme de doctorat en 5 ans. Ça vous aide à finir dans les temps et à ne pas demander de prolongation, et ça, c'est une bonne nouvelle parce que lorsqu'on est rendu en prolongation et qu'on a dépassé la limite qui est permise sans prolongation, donc la durée habituelle du programme, ça devient plus difficile de trouver du financement parce qu'il y a beaucoup de programmes de bourse à l'interne qui arrêtent le financement lorsque vous tombez en prolongation. Donc, on ne finance pas nécessairement les prolongations, ce qui rend la recherche de financement encore plus difficile. Donc, ça rend les bourses importantes. L'argent, c'est une des sources principales de stress. Il y a déjà beaucoup de stress dans votre vie quand vous êtes au cycle supérieur. Vous avez déjà les cours à prévoir. Dans les cours, faut assister aux cours, faut faire les travaux, faut faire les examens. À l'extérieur des cours, mais vous devez travailler sur votre projet de recherche.
Il y a les différents jalons dans le programme d'études, peut-être votre examen doctoral, etc. Si, en plus, vous devez passer beaucoup d'heures sur un emploi à l'extérieur et à vous déplacer pour vous rendre à votre emploi, ben, ça risque d'augmenter votre niveau de fatigue, qui risque d'augmenter votre niveau de stress, et ça peut affecter votre performance académique, votre concentration, votre productivité, et ça devient facile de tomber dans une espèce de roue anxiogène qui va être causée par les difficultés financières. Personnellement, je ne suis pas un exemple à suivre. Quand j'étais au doctorat, je suis tombé dans cette roue-là. J'avais besoin de travailler pour les besoins de subsistance comme tout le monde. J'ai mis trop d'heures sur le travail. Ça a considérablement prolongé la durée des études. Ça a augmenté mon anxiété aussi. Ça m'a mené à des prolongations qui ont fait que j'avais pas de bourse pour couvrir les 2 dernières années de mes études. Ça m'a obligé à commencer à enseigner, prendre des charges de cours qui me demandaient beaucoup trop d'heures et qui ralentissaient la progression de mon projet et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans la présentation qu'on fait, là, je ne suis pas là pour juger les gens qui sont dans une situation financière difficile. J'ai été là. Seulement, on veut dire, il faut se poser la question à savoir s'il existe des sources qui peuvent nous permettre de ne pas tomber dans cette espèce de roue anxiogène-là. Parce que la chose la plus importante, c'est votre santé mentale et c'est ça qu'on veut essayer de protéger. Maintenant, les bourses, c'est important, mais il y a aussi l'importance des bourses d'excellence. Donc, comme je vous disais, même si votre situation financière est déjà couverte, les bourses, c'est quand même important au cycle supérieur. Obtenir des bourses d'excellence, c'est très bon pour votre CV et ça vous aide à bâtir votre dossier. Dans certains domaines, les bourses au CV vont même améliorer vos chances de placement après que vous ayez terminé le diplôme. C'est pour ça que c'est important de commencer tôt avec des bourses de plus petite valeur et on va poser la candidature, puis là, vous allez obtenir des bourses de plus petite valeur et ensuite, on dit toujours les bourses attirent les bourses parce que quand vous obtenez des bourses au début de plus petite valeur, bien là, vous montrez qu'il y a des comités qui font confiance à votre dossier, votre jugement. Et là, ça monte à d'autres comités. Ah, ce comité-là, on fait confiance, donc peut-être que nous, on devrait le faire aussi. Donc, plus vous accumulez les bourses, plus ça devient facile de convaincre les comités de donner des bourses de plus grande valeur ou avec plus de prestige. Par exemple, si vous obtenez une bourse de maîtrise d'un grand organisme subventionnaire, fédéral, CRSNG, CRSH, IRSC, par exemple, ça ne garantit pas que vous allez avoir la bourse de doctorat. Si vous êtes assis sur vos lauriers pendant 2 ans, ça ne va pas se passer. Mais c'est certain que ça augmente considérablement les chances d'avoir une bourse de doc si vous avez déjà eu la bourse de maîtrise. C'est pas impossible d'avoir la bourse de doc si vous n'avez pas eu la bourse de maîtrise, mais comme je disais, ça augmente les chances. Et c'est pour ça que c'est important de participer à un maximum de concours de bourse. Il existe plusieurs sources de financement et on commence à parler de l'importance de trouver ces sources de financement-là avant le début des études. C'est pour ça que vous allez entendre parler souvent de financement intégré. Le financement intégré, c'est un concept qui est implanté en Amérique du Nord et dans le reste du Canada depuis très longtemps, mais ça commence au Québec parce que, de façon générale, les subventions que les professeurs reçoivent sont plus basses au Canada qu'aux États-Unis. On n'est même pas dans dans le même nombre de chiffres. Et les droits de scolarité sont moins élevés au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, la définition du financement intégré, c'est un effort intégré pour garantir un revenu minimal à une personne étudiante pendant la durée normale de ses études. Et ça va être une combinaison optimale de différentes sources de financement pour atteindre ce but-là. Les sources qu'on va pouvoir utiliser pour offrir à la personne étudiante du financement intégré, entre autres, il va y avoir des bourses qui sont issues des fonds de la direction de recherche, des bourses externes, comme par exemple les organismes subventionnaires fédéraux, provinciaux, de fondations, etc., les bourses issues de la philanthropie également, les bourses issues des fonds de l'université, comme les bourses qu'on va vous présenter, des programmes des ESP, et des revenus d'emploi de l'université qui peuvent être garantis par le département lorsqu'on vous fait une offre d'admission, par exemple des heures d'auxiliaire d'enseignement ou des contrats d'auxiliaire de recherche. Donc, une des sources, comme je vous disais, c'est la direction de recherche, parce que le financement intégré, c'est une collaboration entre plusieurs individus et plusieurs entités ou services à l'intérieur de l'université.
La direction de recherche, comme je vous disais, ça peut être des bourses qui sont issues des fonds de recherche que la direction de recherche va vous offrir, ou on peut vous offrir des contrats d'auxiliaire de recherche à l'intérieur du laboratoire. C'est certain que lorsque vous arrivez aux études et que vous commencez à travailler avec un directeur ou une directrice de recherche, ça peut sembler inconfortable d'arriver et de dire, il faudrait qu'on parle d'argent. Mais je vous assure que c'est plus confortable de faire ça que de parler de l'argent que vous n'avez pas pour payer le loyer au début du mois. C'est important d'avoir cette conversation-là avec votre direction de recherche, même si vous êtes timide, même si vous avez peur de froisser. Il faut vraiment le faire dès le début de vos études, parce que sinon, ben, si vous n'avez pas le budget pour poursuivre vos études, vous allez être préoccupé et vous allez tomber dans l'espèce de roue anxiogène. Une autre entité qui participe au financement intégré, ça va être le département, la faculté ou l'école qui offre votre programme, ce qu'on appelle l'unité académique d'attache. C'est pas toutes les facultés qui ont encore des politiques de financement intégré, mais la plupart en ont. Donc, c'est important de se renseigner sur la politique de votre département ou faculté de financement intégré. Généralement, ils vont vous offrir un montant garanti par année pendant la durée normale. Le montant va venir d'une enveloppe de financement que nous, on donne au département annuellement. Il peut y avoir d'autres sources. On pourrait vous garantir des contrats d'auxiliaire d'enseignement, d'assistant technique, d'auxiliaire de recherche. Comme je vous disais, c'est une idée qui commence à se développer à l'UDM. C'est pas établi partout, mais ça progresse vraiment rapidement. Généralement, s'il y a une politique existante, on aurait dû vous en parler dans l'offre d'admission. Sinon, ben, vous pouvez en parler avec le ou la responsable de votre programme d'études. S'il n'y a pas assez d'opportunités de bourse, ben, il va falloir travailler. C'est important de limiter le temps à l'extérieur pour maximiser le temps sur vos études. Donc, c'est préférable, mais cela dit, il faut se nourrir, il faut payer le loyer. On recommande de passer un maximum de 15 à 17 heures semaine sur un emploi hors de vos études. Ce que je recommande surtout, c'est lorsque vous avez un emploi en même temps que vos études, c'est d'essayer de prioriser les offres d'emploi avec deux utilités, c'est-à-dire obtenir un revenu et améliorer votre CV en même temps si vous êtes capable. À l'UDM, ben, si vous avez un emploi d'auxiliaire d'enseignement, ben, vous avez un emploi syndiqué qui est quand même bien payé et vous améliorez votre CV en même temps. Même chose pour auxiliaire de recherche et assistant technique. Ça peut être pertinent dans le CV et ça va aussi bonifier votre CV pour les prochaines demandes de bourse, contrairement à un emploi chez un employeur externe qui n'est pas lié à votre domaine de recherche. Vous pourriez aussi essayer de voir les offres d'emploi sur les sites départementaux parce qu'il y a d'autres professeurs qui vont embaucher des auxiliaires de recherche. Et en travaillant dans d'autres laboratoires, ça peut mener à des collaborations avec des professeurs qui vont déboucher sur des présentations en congrès, des publications qui vont améliorer votre CV et augmenter vos chances d'obtenir des bourses également. Les offres d'emploi d'auxiliaire d'enseignement, donc d'assistant de cours, ça fonctionne par département. Donc, il faut toujours vérifier sur le site de votre département pour avoir la politique et le fonctionnement. Généralement, les emplois pour être auxiliaire dans un cours sont affichés soit à la fin du trimestre précédent ou au début du trimestre. Et la même chose pour les offres d'emploi d'auxiliaire de recherche. Habituellement, c'est affiché sur les sites départementaux. Sinon, ben, il existe un service d'alerte emploi qui est offert par les services à la vie étudiante que vous allez retrouver sur le site vieétudiante.umontréal.ca ou en cliquant le petit code QR dans le coin qui est à l'écran. Vous pouvez vous abonner à des alertes en fonction de vos intérêts, du type d'emploi que vous recherchez. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais maintenant passer la parole à Cynthia qui va nous présenter les principaux types de bourses qui vous sont offerts au cycle supérieur en recherche. Pour la majorité des programmes de bourse, puis donc ce dont on va parler dans les prochaines diapos. Donc, les concours s'adressent surtout aux personnes qui sont inscrites dans des programmes de maîtrise avec mémoire ou de doctorat avec thèse. Les options sont plus limitées là, pour les gens qui sont inscrits dans d'autres sortes de programmes, donc tout ce qui est micro-programme de deuxième cycle, DESS, maîtrise avec cours ou stage, travail dirigé. Donc, au ESP, malheureusement, on gère pas de programme de bourse qui s'adresse aux personnes étudiantes qui sont inscrites dans ces programmes-là. Donc, juste garder ça en tête pour la suite. Puis, je précise qu'on va mentionner des montants d'argent qui peuvent être reçus via les bourses.
Juste garder en tête que ces montants-là sont libres d'impôt. Je vais commencer avec les bourses des grands organismes subventionnaires qui sont vraiment majeurs pour les personnes étudiantes au cycle supérieur. Donc, au fédéral, on a 3 organismes. Pour les sciences humaines, c'est le CRSH. Pour les sciences naturelles et le génie, c'est le CRSNG. Et pour les domaines de la santé, on parle des IRSC. Donc, au niveau de la maîtrise, les personnes qui sont admissibles sont celles qui ont la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Au doctorat, c'est la même chose, mais les programmes sont aussi ouverts aux personnes étudiantes avec permis d'études internationales sous certaines conditions. Donc, en termes de montant, on parle de 27 000 par année pour une période d'1 an maximum au niveau de la maîtrise. Au doctorat, c'est plutôt 40 000 par année pour une période maximum de 3 ans. Les concours pour les bourses de maîtrise sont lancés en octobre et il faut déposer son dossier en décembre. Puis au niveau du doctorat, les lancements de bourses se font en juillet et le dépôt de dossier se fait en début septembre. Pour le provincial, maintenant, c'est possible de soumettre des candidatures au programme de bourse des fonds de recherche du Québec, que je vais appeler le FRQ. Donc là aussi, au FRQ, on a 3 secteurs, société culture, sciences et technologies et la santé. Donc tout ça, ça couvre plusieurs domaines là, qui sont listés ici. En termes d'admissibilité, les concours de bourse du FRQ sont ouverts aux personnes citoyennes canadiennes, les personnes aussi qui ont la résidence permanente ou qui ont un permis d'études internationales, mais encore là, c'est sous certaines conditions, donc toujours à valider. Au provincial, les bourses de maîtrise sont d'une valeur de 20 000 par année pour un maximum de 2 ans. Puis au doctorat, on parle d'un 25 000 par année pour un maximum de 4 ans. Les concours au FRQ sont lancés pendant l'été, donc en juillet ou en août généralement. Puis la date limite du concours pour soumettre une demande, c'est début octobre. Pour ce qui est du financement interne, donc dans le fond, là, on a parlé un peu plus de financement externe là, qui provient directement du gouvernement. Là, on va passer à ce qui est géré par les ESP directement. Donc, si on commence avec les bourses d'accélération des études, donc ça, c'est vraiment pour encourager les personnes qui passeraient vers un programme de doctorat plus rapidement. Donc, on veut les encourager à terminer leurs études. Donc, la bourse d'accès direct, c'est pour les personnes qui passent du baccalauréat au doctorat. Et la bourse de passage accéléré, c'est pour les personnes qui passent de la maîtrise sans terminer leur mémoire parce qu'elles ont eu les autorisations nécessaires pour passer directement au doctorat. Ensuite, on a aussi des bourses pour vous soutenir dans la rédaction, donc des bourses de fin d'études doctorales et fin d'études de maîtrise. On a aussi des bourses de reconnaissance de l'excellence. Donc, ça comprend notre programme de bourses philanthropiques d'excellence des ESP, les bourses Hydro-Québec, les bourses en intelligence artificielle, aussi des bourses de fondations privées variées. Donc, c'est sûr que c'est des bourses d'excellence. C'est sûr que la qualité du dossier académique est importante, mais on veut quand même rester inclusif dans le sens où on comprend que c'est pas tout le monde qui a le même parcours. Donc, pour les concours des ESP, on se limite pas juste à l'analyse des relevés de notes ou les bourses que les gens ont reçues là, quand on fait l'analyse des demandes. On essaie vraiment de prendre en compte les situations particulières des personnes candidates. Puis on inclut justement des endroits dans les formulaires pour que les gens puissent expliquer ce qui a affecté leur parcours. Donc si, mettons, vous êtes un étudiant par an ou si vous avez dû suspendre vos études pour des raisons médicales, par exemple, vous empêchez pas de soumettre des demandes dans ces programmes-là, là. Même si vous avez un parcours atypique, ça peut valoir la peine. Dernier point, donc, des bourses de soutien financier comme des bourses de congé parental. Puis je termine ici en précisant que donc tous les programmes ici sont ouverts 3 fois par année, donc une fois par trimestre. Juste bien regarder les dates limites là parce que ça ouvre pas le 1er septembre mais ça se ferme pas le 31 décembre là, donc c'est au courant des trimestres. Il y a juste les bourses d'excellence là-dedans qui ont des dates plus variées, donc c'est différents programmes. Donc souvent les concours ne s'offrent qu'une fois par année. On va parler spécifiquement d'occasion pour la communauté internationale. Il existe au niveau des bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires certaines exemptions et certaines ententes spéciales. Si vous êtes une personne étudiante provenant de la France ou de la Belgique francophone, vous avez déjà droit à un tarif spécial au niveau des droits de scolarité, c'est-à-dire que vous payez un peu plus que les étudiants québécois, mais beaucoup moins que les autres étudiants internationaux parce que vous n'avez pas besoin de payer les droits de scolarité supplémentaires
qui sont chargés aux étudiants internationaux. Donc ça, c'est une entente spéciale qui existe pour la France et la Belgique francophone. Il existe également des ententes spéciales avec beaucoup d'autres pays qui ont été négociées par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Vous pouvez voir le site du Bureau du registraire de l'Université de Montréal qui va vous donner les liens pour aller vérifier les ententes. Je vous invite vraiment, surtout si vous êtes à la maîtrise, à aller faire un tour sur le site du Bureau du registraire pour aller voir si votre pays de citoyenneté a une entente avec le gouvernement du Québec. Parce que si vous êtes à la maîtrise et que présentement vous avez une exemption partielle de droits de scolarité supplémentaire et que votre pays a une entente avec le gouvernement du Québec, vous pourriez obtenir une exemption complète. Donc, je vous invite à vous renseigner de ce côté-là. Sinon, il existe des bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires de l'UDM qui devraient vous avoir été offertes à l'admission. Pour les programmes de doctorat, l'exemption est complète. Donc, 100% des droits de scolarité supplémentaires sont retirés sur votre facture. Je vous rappelle que les droits de scolarité supplémentaires sont seulement chargés pour les trimestres à temps plein de scolarité. Pour tout ce qui est trimestre de rédaction, vous payez déjà le même prix que les étudiants québécois. À la maîtrise, vous n'avez pas une exemption complète de ces droits-là, vous avez seulement une exemption partielle et le pourcentage dépend du type de programme. Donc, si c'est un programme recherche, c'est environ 55 à 60% d'exemption. Et sinon, c'est 40 à 45% là, si vous avez une maîtrise de cours, une maîtrise avec travail dirigé ou autre. Un programme qui va aussi intéresser les membres de la communauté internationale au gouvernement provincial, donc au Fonds de recherche du Québec, c'est les bourses d'excellence pour étudiants étrangers. C'est spécifiquement pour les personnes étudiantes sur permis d'études internationales. On peut poser notre candidature au niveau maîtrise où la valeur de bourse est de 20 000 par année pour un maximum de 2 ans. Doctorat, 25 000 par année pour un maximum de 3 ans ou même postdoc. Il existe un volet général qui est ouvert aux personnes qui proviennent de tous les pays, mais il existe aussi des ententes spécifiques avec le Brésil, l'Inde, la Wallonie, Israël, je crois, la Chine et d'autres pays. Le lancement du concours se fait en juillet. D'autres personnes qui doivent payer des droits de scolarité supplémentaires, ce sont les personnes qui viennent des autres provinces canadiennes et que ça fait pas assez longtemps qu'ils habitent au Québec pour être considérées résidentes du Québec au sens de la RAMQ. Donc, ils ont un statut de personnes canadiennes non résidentes du Québec. Ces personnes-là peuvent être exemptées des droits de scolarité pour les personnes canadiennes non résidentes du Québec de deux façons. La première, si vous provenez d'autres provinces canadiennes et que vous êtes dans un programme à l'Université de Montréal qui n'est pas offert en français dans votre province de résidence originale, à ce moment-là, vos frais de scolarité supplémentaires vont automatiquement être retirés. C'est une exemption en vertu de la Charte de la langue française. C'est le registraire qui va le faire sur votre facture. Vous n'avez pas besoin d'en faire la demande, c'est automatique. Les programmes qui ne sont pas offerts en français dans la province de résidence de la personne étudiante vous mènent à l'exemption de la Charte de la langue française. Tous les autres programmes sont admissibles pour une exemption également, mais ça, il faut en faire la demande. Donc, si vous êtes dans un programme qui n'est pas admissible à l'exemption de la Charte de la langue française, vous pouvez poser votre candidature pour la bourse d'exemption de droits de scolarité supplémentaire pour les Canadiens non résidents du Québec, qu'on appelle la bourse D, qui est offerte une fois par trimestre. Et vous pouvez trouver la liste des programmes qui ne sont pas couverts par l'exemption de la Charte de la langue française sur le bureau du registraire. Vous devez demander à la personne responsable des bourses dans votre département de déposer un dossier de candidature auprès des ESP et on analyse le dossier qui est généralement accepté si vous remplissez les critères et à ce moment-là, on applique l'exemption directement à votre facture suite à l'approbation, c'est le bureau du registraire qui va le faire. Autre clientèle, les membres des premiers peuples. On ne reçoit pas beaucoup de candidatures pour les programmes qui visent les membres du premier peuple, donc c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. On a un programme de bourse d'accueil qui s'adresse strictement aux membres des premiers peuples, qui sont les bourses d'accueil Place au premier peuple. Ça vise la clientèle étudiante membre des premiers peuples qui est admise à un programme de maîtrise ou de doctorat à temps plein ou à demi-temps. Pour la maîtrise, c'est une bourse de 5 000 qui est renouvelable une fois. Et pour le doctorat, c'est une bourse de 10 000 qui est renouvelable deux fois. Donc, c'est très intéressant.
Comme je vous dis, on ne reçoit pas beaucoup de dossiers de candidature. Donc, si vous êtes une personne membre des Premiers Peuples qui est dans un programme de maîtrise ou de doctorat, en recherche ou non, en fait, posez votre candidature, allez sur le répertoire des bourses, trouvez le programme et puis posez votre candidature et vous avez de bonnes chances d'obtenir la bourse. Aussi, au gouvernement fédéral, donc aux organismes subventionnaires fédéraux, CRSH, CRSNG, IRSC, il existe des initiatives spéciales pour les personnes étudiantes membres des Premiers Peuples. Des fois, il y a des fonds qui sont réservés pour les personnes étudiantes autochtones, mais aussi pour les programmes généraux de bourse. Ça arrive fréquemment que l'université peut recommander des candidatures de personnes étudiantes autochtones, même si elles n'ont pas été classées dans le quota original que l'université a eu. Et habituellement, les personnes obtiennent quand même les bourses. Donc, même si vous n'avez pas un super dossier pour ces concours-là, quand c'est annoncé qu'on peut envoyer des candidatures en dessous du quota établi, si vous êtes membre des Premiers Peuples, on vous invite vraiment à poser votre candidature parce que vous avez quand même de bonnes chances d'obtenir la bourse. On va maintenant parler du financement MyTax et pour ce faire, je vais donner la parole au représentant MyTax à l'Université de Montréal. Donc, je vous présente Bilal Djerir qui va nous parler des différents programmes de financement qui sont disponibles au cycle supérieur. Merci beaucoup, Ghislain. Bonjour tout le monde. Moi, je suis conseiller en développement des affaires à MITAX. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, MITAX, c'est un OBNL, donc c'est un organisme à but non lucratif qui est financé par le gouvernement fédéral et provincial. Et puis, notre mission, c'est de soutenir l'innovation en venant subventionner des projets de grande ou petite envergure dans toutes les disciplines confondues. Et puis, on fait du maillage, donc, pour des projets collaboratifs entre les établissements postsecondaires et des organismes non académiques. Donc, ça peut être des compagnies privées, des OBNL, des hôpitaux, des municipalités et des étudiants, donc les talents, pour venir faire des projets dans le cadre de vos études graduées, par exemple. Et puis, on accepte vraiment toutes les disciplines et tous les cycles d'études. Donc, je vais commencer par le programme Accélération. Donc, en gros, on a deux programmes de financement là, qui vont partager les mêmes principes. Donc, on a Accélération et Stratégie d'entreprise. Donc, dans le cadre de Accélération, ça va être vraiment de la collaboration, de la recherche. Donc, qui dit recherche va vouloir dire essentiellement un apport nouveau aux connaissances. Alors que le stage de stratégie d'entreprise, ça va être pour des projets, pour développer des applications, mettre en place une stratégie, par exemple, de commercialisation ou faire une étude de cas, sans pour autant apporter des connaissances nouvelles. Donc, le financement, il est très flexible. Il faut juste garder à l'esprit que MITAX, on va voir ça comme on appelle unités de stage. C'est comme des blocs Lego et que vous pouvez moduler selon la durée de vos études. Donc, une unité de stage peut durer de 4 à 6 mois. Et puis, on a des options de financement minimal de 10 000 par unité ou 15 000 par unité. Puis, ce montant-là est partagé 50-50 entre l'organisme non académique, donc le partenaire, et 50% qui vient de MITAX. Et donc, par exemple, dans une année, on pourrait dire que vous pouvez aller chercher soit un minimum de 10 000 ou 45 000 On a aussi une option pour les postdoctorants qui va jusqu'à 20 000 par unité. Donc, ça peut faire un total de 60 000 par année. Et puis, c'est pas restrictif à un seul partenaire dans le cadre de votre projet. Vous pouvez vraiment aller chercher 2 ou 3 ou plusieurs partenaires qui peuvent venir se partager cette facture-là pour le financement du projet en question. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas d'évaluation du dossier académique. Donc, ça va vraiment chercher la faisabilité du projet, la cohérence, et puis surtout, ça va être à vous, les étudiants, de chercher, de faire les démarches avec votre superviseur pour aller chercher un partenaire dans votre projet. Et puis, on a un autre volet qui, lui, va s'adresser plutôt pour la mobilité étudiante. Donc, ça va être des collaborations entre universités. Donc, ça va correspondre à des projets avec un professeur
à l'Université de Montréal et un professeur dans une université à l'international. Ça peut vraiment être n'importe quelle université. La seule restriction, c'est pour des questions de sécurité. Donc, c'est la seule chose qui va être à vérifier avec votre conseiller, donc moi ou mon collègue. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'éligibilité d'une université, n'hésitez pas à nous écrire. Ça peut être une université ou un centre de recherche affilié à une université pour un stage de 1 ou 2 unités qui va de 12 à 24 semaines. Donc, dans le cadre de 2 unités, ça peut aller jusqu'à 48 semaines pour une bourse de 6 000 $ par unité. Généralement, à ma connaissance, l'UDM va préconiser une seule unité par étudiant parce que chaque établissement universitaire a un nombre limité d'unités de financement qu'on offre aux établissements. Donc, pour donner le maximum de chance à le plus grand nombre d'étudiants, souvent c'est restreint à un, mais des fois, on a des offres d'une durée limitée où est-ce que l'université vient lever cette limite-là parce que nous, de notre côté, on enlève les quotas. Donc, ça peut aller selon la communication qu'on fait. Vous pouvez aller chercher un 12 000 $ pour un stage à l'étranger. Et puis, c'est un programme qui est bilatéral. J'ai pas vu si on avait des professeurs avec nous aujourd'hui, mais un professeur à l'UDM pourrait accueillir un étudiant de l'étranger ou un étudiant de l'UDM pourrait aller à l'étranger. Et puis, on a aussi un taux de réussite qui est très, très élevé. Donc, c'est un peu notre rôle à nous, les conseillers, Vissou et moi-même, c'est de vous guider le mieux possible à travers nos programmes pour déposer une demande en bonne et due forme. Et généralement, là, on a un très bon taux de succès. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire personnellement. Je suis là pour ça. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Bilal. Donc, l'adresse de contact est sur la diapo et vous avez aussi l'adresse du site web, le www.mitax.ca. Cynthia va maintenant nous présenter les différents services qui sont offerts par les ESP. Je vais commencer par parler un peu de notre équipe. Donc, nous, on gère les concours de bourse qui s'adressent aux personnes étudiantes au cycle supérieur et aussi les enveloppes de financement qu'on remet aux différents départements de l'UDM. Donc ça leur permet d'offrir toutes sortes de bourses à leur communauté étudiante, toujours au cycle supérieur. On s'occupe aussi d'informer les personnes candidates à propos des bourses de cycle supérieur. On soutient les unités académiques et on s'occupe aussi des aspects administratifs et financiers qui viennent avec justement là, la gestion de programmes de bourse. Donc tout ça, ça représente une trentaine de concours par année et plus de 5000 candidatures qu'on traite. Donc ça fait beaucoup, mais ça augmente aussi pas mal d'une année à l'autre, donc c'est bien. Puis ça représente aussi un budget annuel de 18 millions en bourse par année. Donc une première partie qui provient du budget des ESP et une autre partie qui provient plutôt d'organismes externes là, pour qui on traite des dossiers, des versements de bourse. Pour les informations concernant les bourses, donc tout ça, c'est principalement transmis par courriel. Donc, les lancements des concours de bourse se font vraiment par courriel. En fait, notre équipe transmet toutes les informations au département et aux facultés qui ensuite transfèrent toujours par courriel à leurs étudiantes et aux étudiants via des listes d'envoi. Donc, tout ce qui est lancement de concours, annonce de webinaires, séances d'information, tout ça, c'est transmis par courriel à votre adresse umontréal.ca. Donc, assurez-vous de toujours garder un œil sur votre boîte courriel de l'UDM là, pour vous assurer de rien rater. Aussi, il faut savoir que tous les départements ont une personne responsable des bourses. Donc, on vous invite à toujours commencer par contacter cette personne-là dans votre unité si vous avez des questions concernant un concours de bourse. Étant donné que ces personnes-là travaillent directement dans les unités, elles sont souvent plus au courant de certains détails, certaines informations qui concernent des particularités de programmes d'études qui pourraient avoir un impact sur des bourses. Je pense à l'admissibilité, par exemple. Donc, c'est sûr que ces personnes-là sont souvent mieux placées pour vous donner des détails intéressants que notre équipe sera pas nécessairement en mesure de vous transmettre. Et juste pour parler du petit code QR, parce qu'en fait, vous pouvez le scanner pour avoir la liste de la personne qui est responsable des bourses dans votre unité. Donc, vous allez trouver son nom, son adresse courriel pour lui envoyer des questions.
Sinon, il y a aussi notre site web. Donc là aussi, on trouve de l'information concernant les bourses au cycle supérieur. Donc le esp.umontréal.ca. Vous pouvez juste vous diriger dans la section bourses et financement qui est repérable avec la petite vignette de loupe. Il y a aussi le code QR là, que vous pouvez scanner au besoin. Donc on va y revenir dans 2 minutes pour regarder ce qui est offert là-dessus. Je parle juste rapidement de notre boîte courriel à nous au bureau des bourses. Donc, pour toute question à propos des programmes de bourse au cycle supérieur, vous pouvez nous écrire à l'adresse esp-bourse au pluriel à commercial.esp.umontréal.ca. Donc, il faut vraiment inscrire dans votre courriel votre nom complet et votre matricule parce que ça facilite vraiment le travail pour nous si on a des vérifications à faire dans votre dossier. On vous demande aussi d'inclure le titre du concours qui vous intéresse dans l'objet de votre courriel. Comme ça nous permet de faciliter le traitement des demandes. Donc, je vais revenir sur le site, justement. Ça comprend une liste des principales bourses qui sont gérées par notre équipe et qui peuvent aider les personnes étudiantes là, à se financer. Donc, ce qui est bien avec cette liste-là sur notre site web, c'est que vous pouvez classer les programmes en fonction de différents critères. Donc là, par exemple, par type d'organisme, on a les grands organismes subventionnaires, les bourses qui sont offertes par les ESP ou des bourses offertes par des fondations. Vous pouvez aussi trier par date de lancement, donc trimestre ou mois. Mais le plus intéressant, je vous dirais, c'est le classement par niveau d'études. C'est souvent d'ailleurs la question qui revient le plus souvent, là. Donc, je suis étudiant en la maîtrise, qu'est-ce qui s'adresse à moi? Donc là, avec la liste, vous pouvez classer les concours par niveau d'études. Et en plus, vous pouvez aussi les repérer plus facilement avec les codes couleurs. Donc là, on voit à l'exemple à l'écran comme en vert pour la maîtrise ou le orange pour le doctorat. Puis il y a aussi des marqueurs couleurs pour dire si les personnes étudiantes de l'international sont admissibles ou s'il y a un concours qui s'adresse spécifiquement aux personnes membres des premiers blocs. Donc, vous pouvez vraiment rapidement là, voir si telle ou telle bourse, ça s'adresse à vous. Puis si vous cliquez sur une des bourses dans la liste, vous avez une petite description du programme, la clientèle visée, le montant de la bourse, et ça vous amène aussi à la fiche du programme de bourse dans notre répertoire central des bourses de l'UDM. Donc, si le concours est en vigueur, vous allez avoir une fiche à jour, sinon ça va être la dernière fiche disponible. Donc justement, ici, on voit un exemple de la page du répertoire central. Donc ça ressemble à peu près à ça. Et le site, c'est vraiment différent du site des ESP. Donc là, c'est bourse au pluriel.montréal.ca. Il y a toujours le code QR. Et donc, la différence ici, c'est que le répertoire regroupe vraiment les bourses des ESP, donc celles qui sont listées sur notre site, mais pas que. On trouve aussi là, les bourses qui sont gérées par nos collègues au service à la vie étudiante, puis plein d'autres bourses d'organismes externes à l'UDM. Donc, ça dresse un portrait un peu plus complet de l'offre de bourses pour les cycles supérieurs. Et le répertoire aussi vous permet de jouer un peu avec, là. Donc, vous pouvez faire une recherche par mots-clés pour trouver des programmes. Vous pouvez aussi utiliser les critères pour cocher les cases. Utiliser ça pour votre recherche, là, comme je disais tout à l'heure, pour identifier ce qui est admissible au niveau d'études de maîtrise ou doctorat. Donc, voilà. Il y a un autre service aussi qui est offert par l'ESP, donc c'est la clinique des bourses, et ça permet aux personnes étudiantes qui veulent soumettre une candidature à un programme de bourse d'être soutenues par des personnes qui sont récipiendaires d'une bourse d'un des grands organismes subventionnaires, dont je parlais plus tôt là, au niveau du fédéral et du provincial. La clinique offre 2 services, donc le premier, c'est les consultations. Si vous souhaitez soumettre une candidature à un des principaux programmes de bourse, les consultations, ça vous permet de rencontrer une personne boursière pendant 2 heures pour discuter de votre demande ou du programme en général. Le deuxième service, c'est la révision des demandes. Donc, dans ce cas-là, ça vous permet de soumettre votre dossier de candidature pour qu'il soit révisé par la personne boursière. Donc là, c'est une révision de 5 heures. Et ensuite, la personne vous remet des commentaires, vous fait des suggestions pour améliorer la qualité de votre candidature. Les services sont offerts gratuitement aux personnes inscrites au programme de maîtrise ou de doctorat en recherche. Donc ça, c'est intéressant. Donc, les personnes qui sont intéressées par ces services-là peuvent se rendre sur le site web des ESP, donc toujours dans la section bourses et financement et ensuite dans clinique des bourses. Vous allez devoir remplir un formulaire pour le service qui vous intéresse, puis l'équipe va ensuite traiter votre demande.
Pour les services de révision de demande, c'est juste important de compter des délais de traitement de 10 jours ouvrables parce que ça permet de laisser le temps là, à l'équipe de la clinique d'assurer le service. Donc, juste vous assurer de transmettre votre demande plus tôt que tard là, pour pas rater la date limite du concours qui vous intéresse. Et le dernier service dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'atelier de préparation de demande de bourse qui est offert par nos collègues des saisons DESP. Donc, en gros, c'est l'équipe qui s'occupe du développement professionnel au sein des ESP. Donc, l'atelier s'appelle Écriture scientifique aux études supérieures et le sigle, c'est le PLU 6160. Juste petite note, donc le nom et le sigle du cours ont changé dernièrement. Donc, juste pour vous rassurer, même si le titre est peut-être moins évident, c'est vraiment un cours pour vous aider à préparer des demandes de bourse, là. Ce qui est bien avec ce cours-là, c'est que c'est sans frais pour les personnes qui sont inscrites à temps plein à la maîtrise ou au doctorat, aussi pour les stagiaires postdoctoraux. Et c'est un cours qui est offert en ligne à distance. Donc, ça comprend 2 séances de 3 heures de théorie et une retraite de rédaction virtuelle de 2 fois 3 heures. Le cours est offert à tous les trimestres. D'ailleurs, c'est offert à l'hiver 2026, donc ça se tient en avril. Il reste encore de la place, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous y encourage aussi si vous êtes déjà admis à l'UDM. C'est toujours préférable de suivre le cours plus tôt que tard. Pour les personnes qui seraient admises dans les prochains mois, le cours s'offre aussi à l'été, donc on va avoir 2 cours, 2 qu'on va tenir dans le mois de mai en fait. Puis vous allez pouvoir vous inscrire éventuellement. On va aussi ouvrir le cours à l'automne, mais là, il faut savoir que ça va être réservé aux personnes qui seraient inscrites plus tardivement. Donc, je pense notamment là, aux personnes qui viennent de l'international pour qui les délais sont peut-être un peu plus longs. Donc, vraiment, si vous êtes déjà admis, inscrit à l'UDM, essayez de viser une inscription au cours à l'hiver ou à l'été. Puis aussi, ça va vous donner plus de temps pour préparer des demandes à des programmes, notamment pour les grands organismes subventionnaires, parce que les dates limites sont à l'automne. Petite note importante avant de terminer, donc l'inscription se fait seulement via le TGDE. Donc, c'est vraiment pas possible pour vous de vous inscrire dans votre centre étudiant. Il faut vraiment passer par la TGDE de votre unité. Puis le cours vaut 1 crédit, mais c'est non contributoire. Donc, ça veut dire que ça compte pas dans les crédits nécessaires pour compléter votre programme. Et c'est un cours sans notes, donc on fonctionne avec le système de succès-échec. Donc, ça affectera pas votre moyenne. Donc là encore là, on a le site web des saisons DESP pour tous les détails, puis le code QR là, pour accéder au site web. Merci beaucoup, Cynthia. Avant de terminer la présentation, je vous rappelle le courriel auquel vous pouvez nous rejoindre, esp-bourse au pluriel a commercial esp.montréal.ca. Vous n'oubliez pas de mettre votre nom complet, votre matricule dans le corps du courriel et le nom du concours qui vous intéresse dans l'objet. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, donc sur Instagram, ESP, petite barre en bas, U-Montréal. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous intéresser, Montréal ESP. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook et LinkedIn. Vous n'avez qu'à chercher Études supérieures et postdoctorales, Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent trimestre et puis merci à tout le monde.